Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux plaies infectées et aux plaies atones. Tout d'abord, on a déjà fait plusieurs webinaires, un au mois de juin sur la description d'une plaie. Ensuite, nous avons attaqué les phases de la cicatrisation et les dispositifs médicaux que nous pouvons mettre en place face à chaque stade de la cicatrisation. Nous avons vu la phase de détertion au mois de septembre, puis nous avons vu les phases de bourgeonnement et d'épidermisation au mois de novembre. Tous ces webinaires, donc les 3 premiers, vous pouvez les retrouver sur la chaîne Suite de soins sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'infection et les plaies atones. Une plaie infectée ou une plaie atone présente toutes les deux un retard de cicatrisation. C'est pourquoi on va commencer tout d'abord par évoquer les potentiels retards de cicatrisation qui peuvent être en place sur une plaie. Tout d'abord, il existe des causes générales potentielles de retard de cicatrisation qui sont tout d'abord les étiologies non traitées, comme on l'a pu voir lors des précédents webinaires, et je vous l'ai répété plusieurs fois. Toute prise en charge doit être globale et doit commencer par la prise en compte des étiologies, notamment pour tout ce qui est des insuffisances veineuses, dans laquelle il faut mettre une compression en place, les insuffisances artérielles pour une revascularisation, le diabète avec l'équilibre du diabète et la prise en charge et la décharge des points de pression, tout comme pour une escarre. Donc voilà, donc tout ça, si ce n'est pas traité, en fait, votre plaie présentera automatiquement un retard de cicatrisation. Deuxièmement, le vieillissement, tout simplement, puisqu'avec l'âge, l'épaisseur du derme diminue de 20%. Et les glandes sudoripare et sébacées sont aussi en diminution, ce qui entraîne une déshydratation de la peau, une sécheresse de celle-ci, et donc elle devient plus fragile. Et avec le risque de chute aussi en vieillissant, les patients se font du coup plus de plaies. Et le vieillissement entraîne aussi une diminution du flux sanguin, de l'élasticité, de la résistance, et donc toutes les phases de la cicatrisation sont ralenties. Une autre cause générale potentielle de retard de cicatrisation, c'est la dénutrition, la malnutrition. Toute agression tissulaire induit une réaction inflammatoire locale, ce qui permet la détertion de votre plaie et le déclenchement du processus de cicatrisation, mais qui entraîne aussi un hypercatabolisme, c'est-à-dire une augmentation de la dépense énergétique et la mobilisation de toutes les réserves nutritionnelles de l'organisme pour venir combler cette plaie. Du coup, si vos patients sont dénutris ou malnutris, et notamment dans les plaies chroniques telles que les escarres et les ulcères, la cicatrisation prendra du retard. Par ailleurs, à côté de ça, quelqu'un qui sera en obésité morbide aura une diminution de la vascularisation aussi du tissu adipeux et une augmentation au niveau de la tension de la plaie, et une personne obèse présentera des retards de cicatrisation aussi. Certains traitements en cours sont cause de retard de cicatrisation, et là on l'avait un peu évoqué aussi dans le webinaire sur la description d'une plaie, donc je vais reprendre un peu assez vite. Les corticoïdes ont une activité immunodépressive, ils inhibent la prolifération fibroblastique, les fibroblastes étant une des cellules principales de la cicatrisation qu'on retrouve dans le derme, et donc il y a un ralentissement de la multiplication cellulaire. Ces corticoïdes ont une action sur la cicatrisation forte s'ils sont pris à forte dose, mais ils ont aussi une action sur la cicatrisation s'ils sont pris à faible dose sur de longues années. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens diminueront la réponse inflammatoire et diminueront la synthèse du collagène. Et il faut faire attention chez vos patients aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ne sont pas notés sur l'ordonnance, mais que vous retrouvez facilement dans le tiroir de votre patient puisqu'il est vendu. Ils sont en vente libre à la pharmacie, excusez-moi. Et donc, c'est le cas des Nurofen, des Advil. Donc, bien faire le tour des médicaments que prend votre patient. Les anticancéreux, eux, diminuent la multiplication cellulaire, et la radiothérapie aura une altération au niveau des tissus et jouera sur l'élasticité et la vascularisation au niveau de la cicatrisation. Le tabagisme est facteur de retard de cicatrisation. La nicotine perturbe la production du collagène
Et le monoxyde de carbone, bien évidemment, diminue la quantité d'oxygène. À côté du tabagisme, on peut aussi noter les drogues, les différentes drogues qui, elles, augmentent la réponse inflammatoire, diminuent les défenses immunitaires et provoquent aussi un risque infectieux, notamment avec les drogues par intraveineuse. À côté de ça, au niveau des causes générales, il y a aussi tout ce qui est hygiène de vie, hygiène générale. Un patient qui ne se lave pas, un patient qui ne prend pas soin de lui, automatiquement, il ne prendra pas soin de sa plaie. Et donc, il y aura des retards de cicatrisation, tout comme la compliance du patient. On en revient à l'étiologie, si elle n'est pas traitée parce que c'est le patient qui ne veut pas mettre, par exemple, ces bandes de compression au niveau de l'ulcère, forcément, la cicatrisation ne pourra pas se faire. Donc, et un dernier point, le changement de protocole du pansement peut aussi entraîner un retard de cicatrisation. Donc, essayez de garder en place un protocole 10 jours en moyenne, de manière à voir s'il y a une efficacité ou s'il faut passer sur autre chose. Bien entendu, s'il y a une allergie dès le deuxième jour, là, il faut changer. Après les causes générales potentielles, il y a des causes locales qui peuvent entraîner un retard de cicatrisation. C'est la surinfection bactérienne, la présence de corps étrangers, la présence de tissus nécrotiques, les œdèmes, les hématomes, la sécheresse ou l'hyperkératose, surtout au niveau des berges. S'il y a de l'hyperkératose au niveau de vos berges, la cicatrisation, je vous le rappelle, se fait des berges vers le centre de la plaie. Si vous avez de l'hyperkératose, cette cicatrisation ne pourra jamais débuter. La macération et l'hyperbourgeonnement. Donc, l'hyperbourgeonnement, c'est aussi une cause de retard de cicatrisation et cet hyperbourgeonnement, on le traite avec des pommades dermocorticoïdes prescrites par le médecin si besoin. Et il reste aussi ce qu'on appelle le biofilm aussi, que vous pouvez retrouver donc sur les plaies atones, qu'on verra tout à l'heure. Donc, le biofilm, c'est l'adhésion des bactéries qui sont naturellement présentes et circulantes au lit de la plaie, mais là, elle ne circule plus. En fait, elle reste adhérente et elle vous crée une petite pellicule blanche, blanchâtre transparente. Et donc, ça empêche la cicatrisation de se poursuivre. Aujourd'hui, sur le marché des dispositifs médicaux, il existe un produit pour dissoudre ce biofilm lors du lavage de votre plaie, c'est le protosan, ce qu'on appelle le PHMB. Alors, au niveau de l'affection, on va refaire un petit point sur la différence entre contamination, colonisation et infection, puisque on le sait, toute plaie est colonisée. On retrouve des bactéries gram négatives ou anaérobies en phase de détertion et des coccygrammes positifs en phase de bourgeonnement et d'épidermisation. La contamination, en fait, lorsque votre peau subit une effraction, ce qu'on appelle la flore résidente commensale, donc les bactéries non virulentes au niveau de votre plaie, se répand rapidement à partir des berges jusqu'au centre de la plaie. C'est un phénomène physiologique. Il n'y a aucune répercussion pour l'hôte ni pour la cicatrisation. Tous les micro-organismes présents ne se multiplient pas. Ça, c'est la contamination. Après, vous avez le stade de colonisation. Là, les micro-organismes se multiplient, mais l'équilibre continu entre la stimulation bactérienne et les réactions immunitaires, ce qui empêche une forte multiplication de ces micro-organismes. Et du coup, il n'y a toujours pas de répercussion pour l'hôte, ni pour la cicatrisation. On est toujours en présence d'une flore commensale résidente. La colonisation critique, là, on commence à avoir une diminution des défenses immunitaires avec une destruction de la flore commensale. L'équilibre se rompt. Il y a une installation d'une flore transitoire, plus virulente, au lit de la plaie. Toujours pas de répercussion pour l'hôte, mais on commence à avoir une altération du processus de la cicatrisation avec des signes cliniques tels que donc, le retard de cicatrisation, des douleurs, une augmentation des exudats, un tissu friable, une odeur nauséabonde et un changement de couleur. Et au-delà, on passe sur ce qu'on appelle l'infection. Donc l'infection, c'est la colonisation, c'est une persistance de la colonisation critique
Et là, on arrive avec un effet nocif et pour la cicatrisation et pour l'hôte. Donc, il y a un envahissement des tissus cutanés et sous-cutanés de la plaie par les bactéries. Donc, il y a un déclenchement d'une réaction immunitaire et un processus infectieux qui se développe. Donc là, on a les mêmes signes que lors de la colonisation critique, mais en plus, on peut voir de la fièvre chez le patient et une altération de l'état général. Donc là, juste un petit tableau pour vous remettre d'un côté la colonisation et l'infection. Deux petites photos pour vous montrer à droite surtout la plaie infectée. On voit bien une inflammation périlésionnelle, on voit bien des exudats un peu plus importants, une couleur pas très sympathique et donc on peut aussi penser que l'odeur n'est pas très sympathique non plus. Colonisé, infecté, point d'interrogation, pardon. Donc, comment reconnaît-on une plaie infectée? Comme on l'a dit tout à l'heure, retard de cicatrisation, modification de la plaie, une douleur plus accrue, des odeurs nauséabondes, des exudats suspects et une inflammation de la peau périlésionnelle. Que faut-il faire? Le premier soin, c'est de doucher votre plaie. Vraiment, on ne le dira jamais assez. Quand vous avez une plaie infectée, il faut doucher votre plaie à l'eau du robinet et avec un savon doux. C'est le premier soin. Ça vous permettra une première détertion et une diminution de cette charge bactérienne, ainsi que la stimulation de la microcirculation. Les antiseptiques ne sont pas efficaces et surtout sont responsables d'une destruction des fibroblastes et des kératinocytes, les deux cellules principales de la cicatrisation. Et ils entraînent aussi une diminution des germes donc naturellement présents dans la plaie qui permettent l'équilibre avec les germes pathogènes. Et sur la peau périlésionnelle, surtout, les antiseptiques peuvent entraîner des irritations, voire une allergie. Et ensuite, on choisit donc le pansement adapté au stade de la cicatrisation selon les odeurs, dans un but de diminuer la charge bactérienne et microbienne. Et c'est donc des pansements que nous ferons tous les jours. Sur une plaie infectée, le pansement est à changer tous les jours. Quels sont donc les dispositifs médicaux que nous pouvons mettre en place pour une plaie infectée? Tout d'abord, les pansements à l'argent. Alors, les pansements à l'argent sont les seuls dispositifs médicaux que vous ne pouvez pas prescrire, c'est sur prescription médicale. Ils ont une propriété antimicrobienne à large spectre, ils sont bactéricides. Ils éliminent toutes les bactéries, les bonnes comme les mauvaises. Et surtout, ils s'utilisent en séquence, c'est-à-dire vous les utilisez maximum 15 jours. Vous pouvez faire une fenêtre thérapeutique, donc un arrêt de 7 jours et une possibilité de recommencer 15 jours, puis stop. C'est vraiment un mois maximum d'utilisation. On refera donc le pansement tous les jours. Ce sont toujours des 2 en 1, un hydrophi plus de l'argent, un alginate plus de l'argent. Et aujourd'hui, seule la gamme Urgo est remboursée et fait partie de la liste des prestations et produits remboursables. Et ceci depuis le 1er avril 2013 et ils sont remboursés pour une indication bien précise. Un traitement séquentiel de 4 semaines des ulcères de jambes à caractère inflammatoire présentant 3 des signes d'infection sur 5. Et les déremboursements des autres pansements à l'argent sont arrivés avec une étude Vulcan qui est à l'origine donc du retrait de ces pansements, car elle a stipulé que les pansements à l'argent ne contribuaient pas toujours à la cicatrisation. Donc là, on peut mettre un petit bémol parce qu'effectivement, l'argent ne contribue pas à la cicatrisation. L'argent est là pour combattre l'infection. Donc, si on combat l'infection, effectivement, on contribue à la cicatrisation, mais bon, on joue un petit peu sur les mots, mais malgré tout, tous ces pansements ont été déremboursés. Donc voilà, vous avez l'Urgoclean, l'Urgotul, l'Urgocel, donc l'Aquacel Argent qui, lui, n'est pas remboursé. Et dans ce que vous utilisez régulièrement aussi à domicile, vous connaissez tous la Flamazine, j'imagine, qui est aussi une pommade antibiotique avec des sels d'argent qu'on met sur les brûlures, généralement associé à un Tulva. Donc ça aussi, c'est un dispositif médical à l'argent, sur prescription médicale uniquement.
Le deuxième dispositif médical, là, vous pouvez le prescrire, c'est le Sorbact. Donc, le Sorbact, c'est une trame de tissu imprégnée d'un dérivé d'acide gras, le chlorure de diacylcarbamol. C'est un produit antibactérien, antifongique, il est non délétère, il ne contient pas de produits chimiques, il n'a pas de carboxylméthylcellulose non plus. La trame verte en fait, du Sorbact fixe les micro-organismes hydrophobes tels que le staphylocoque, le streptocoque, ainsi que les champignons pathogènes tels que le candida. C'est pour ça qu'il est très intéressant sur les diabétiques, puisque ce sont des personnes qui ont régulièrement des mycoses au niveau des orteils, notamment. Donc, on l'utilise pour les plaies en situation de colonisation à infecter, quel que soit le stade de la cicatrisation, puisqu'il y a plusieurs formes qu'on va voir après. Pour les intertrigaux, au niveau des plis cutanés sous-mammaires aussi, par exemple. Et on l'utilise aussi sur les brûlures, du coup, en remplacement, voilà, en équivalence à la flamazine et tube gras, on utilise le Sorbact, donc sur les brûlures de plus en plus. Et cette année, il est sorti l'étude Sorkisa qui a mis en avant l'utilisation de la trame verte du Sorbact pour les kystes sacro-coccygiens. Il existe 3 formes remboursées. Alors, il y a plus de formes que ça que le laboratoire IRINSA propose, mais aujourd'hui, il n'y a que 3 formes remboursées, le Sorbact gel, le Sorbact pansement et le Sorbact super absorbant. C'est pour ça que c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est les plaies clavitaires ou les mycoses, en fait, on utilise le Sorbact absorbant que vous pouvez ouvrir et aller récupérer la trame verte qui est à l'intérieur de ce Sorbact absorbant de manière à mécher vos cavités si besoin ou dans le kyste sacro-coccygien. Puis, vous mettez le reste du pansement qui fera son rôle d'absorption au niveau des plaies avec exudat. Pour ce qui est des mycoses, si vous n'avez pas de résultat en 4 ou 5 jours avec le Sorbact, la trame verte du Sorbact, c'est que ce n'est pas une mycose et c'est qu'il faut donc revoir un médecin ou changer votre protocole. Bien mettre la partie verte sur votre plaie, bien sûr. Et voilà pour tout ce qui est pour le Sorbact. Qui dit plaie infectée dit plaie malodorante généralement, et il existe un produit pour ces plaies malodorantes, c'est le pansement au charbon, c'est donc du charbon actif qui filtre les odeurs et on l'associe avec un pansement primaire. Vous mettez votre pansement primaire, puis le pansement au charbon qui viendra filtrer les odeurs. Il existe l'Actisorb et l'Askina Carbosorb. Sinon, vous avez plusieurs autres remèdes entre guillemets de grand-mère pour tout ce qui est odeur. Alors, ça, ce n'est pas un remède de grand-mère, mais on en revient au même. Douchez vos plaies aussi pour les odeurs. Vraiment, ça diminue la charge bactérienne et du coup, ce qui donne les mauvaises odeurs à vos plaies, c'est les bactéries. Aujourd'hui, il y a aussi l'Institut Curie qui a travaillé sur un pansement à base de cannelle, le Synestime, qui a priori fait ses preuves, mais n'est pas remboursé aujourd'hui en France. Donc, c'est l'équipe d'Isabelle Fromentin sur l'Institut Curie à Paris. Et sinon, vous avez aussi les vieilles méthodes de grand-mère qui sont pour neutraliser les odeurs, qui sont la litière du chat dans la chambre du patient, le marc-café ou la mousse à raser à étaler sur une grande surface. Voilà, genre, oui, vous prenez comme une litière de chat et vous pouvez mettre ça à l'intérieur. Donc, vous évitez de faire en sorte qu'il y ait un chat qui vienne en même temps faire ses besoins. Sinon, les odeurs, vous en aurez, mais ce sera d'autres et pas celles de la plaie. Donc, voilà pour tout ce qui est les odeurs. Je suis sûre que vous avez peut-être d'autres méthodes aussi, bien à vous. Donc, n'hésitez pas à nous les partager si vous avez d'autres méthodes. La plaie atone. La plaie atone, comment la reconnaît-on ? Donc, ça présente un retard de cicatrisation et donc cet aspect blanchâtre dû au biofilm. Que faut-il faire ? Stimuler la plaie dans un but de réactiver le processus de cicatrisation. Et c'est un pansement selon le dispositif médical qui sera à faire toutes les 24 à 48 heures. Tout d'abord, les inhibiteurs de métalloprotéase. On peut mettre donc ce dispositif médical pour les plaies atones. Les métalloprotéases, je vous rappelle, ont un rôle dans la synthèse de la matrice extracellulaire. Ce sont
on les retrouve nombreuses dans les plaies chroniques, mais si elles sont trop nombreuses, elles entraînent donc un retard de cicatrisation. On utilise donc à ce moment-là l'Urgostart, puisque c'est l'unique représentant de ces inhibiteurs de métalloprotéase, qu'on mettra, alors selon la HAS, en 2018, l'Urgostart est à utiliser dans les ulcères de jambes veineux en phase de bourgeonnement ou dans les ulcères de pied diabétiques en phase de bourgeonnement. On évitera de le mettre dans les plaies cancéreuses du fait de la stimulation de toutes les cellules et aussi dans les plaies fistuleuses, puisque nous n'avons pas de vision sur ce qui se passe dans les plaies fistuleuses, donc nous ne pourrons pas surveiller tout ça. Le deuxième produit, c'est l'acide hyaluronique. Donc lui, c'est du hyaluronate de sodium. C'est un composant principal du derme. Il va accélérer la cicatrisation dans les lésions cutanées. Et toujours pour la Haute Autorité de Santé en 2020, la recommandation était pour le traitement des ulcères de jambes. Contre-indication, il n'y en a pas tellement, c'est vraiment une hypersensibilité à l'un des deux composants. Et aujourd'hui, sur le marché, vous avez donc le Hyalucet ou l'Ephidia. Ce sera un pansement à changer tous les jours. Alors que l'Urgostart, oui, pour revenir sur l'Urgostart, pour qu'il soit efficace, vous pouvez le laisser en place plutôt 48 heures. Voilà pour les plaies infectées et atones. Là, je vous ai remis un petit tableau puisque nous avons fait le tour de nos stades de la cicatrisation, le stade de la plaie, avec le stade de la plaie, l'action qui est à mener et le dispositif médical à mettre en place en face de stade de la plaie. Donc, pour la nécrose, fibrine sèche, fibrine humide, le bourgeonnement, l'épidermisation, les plaies atones et l'infection. Et on finit avec un petit rappel sur le droit de prescription que vous avez donc depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Donc, vous êtes autorisé à prescrire. Pour ça, il faut donc faire une ordonnance sur laquelle on doit retrouver votre identification complète avec votre numéro ADELI, le nom et le prénom du patient, la dénomination du dispositif médical que vous voulez prescrire ainsi que sa quantité. N'oubliez pas de mettre la mention ALD, affection longue durée, si le patient est exonéré du ticket modérateur, et votre signature. Cette prescription, elle est valable 12 mois si vous apposez dessus OAR, ordonnance à renouveler. Il existe deux cas de prescription. Dans un premier cas, vous pouvez prescrire tout ce qui est pansement adhésif, compresse, coton, sparadrap, filet tubulaire. Vous pouvez retrouver la liste complète sur amélie.fr. Il faut toutefois remplir 3 conditions pour pouvoir faire une prescription de dispositif médical. Tout d'abord, il faut que vous agissiez pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes d'infirmier. Et attention, cette prescription médicale n'est valable qu'1 mois pour les plaies post-opératoires et 3 mois pour les plaies chroniques. Un médecin qui vous écrirait jusqu'à cicatrisation, cette ordonnance n'est pas valable, n'est pas conforme au dispositif de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels. Par contre, on accepte au niveau d'une borne temporelle, ça c'est accepté. Si le médecin vous a marqué pendant 2 semaines ou jusqu'à la fin de mois, ça c'est toléré. Mais faites bien attention, les jusqu'à cicatrisation ne sont pas acceptés. La deuxième condition, c'est qu'il faut que vous agissiez dans le cadre de votre compétence, c'est-à-dire vis-à-vis du décret de compétence qu'il existe pour l'infirmier. Et enfin, qu'il n'existe pas d'indication contraire du médecin. Tout ce qui est les dispositifs médicaux que nous avons vus lors de tous ces webinaires, sauf celui à l'argent, bien évidemment, font partie du deuxième cas de prescription dans lequel vous devez remplir les 3 conditions que nous avons vues dans le slide précédent, mais aussi, en plus, il faut que vous préveniez le médecin traitant au préalable avant de faire votre prescription. Si toutefois vous prescriviez des dispositifs médicaux qui ne sont pas inscrits à la LPPR, il faut
en informer votre patient et il faut que sur l'ordonnance, vous apposiez la mention NR, non remboursable, en face du dispositif médical concerné. Et n'oubliez pas aussi d'apposer la mention NS, non substituable, si vous voulez absolument le dispositif médical, qu'il ne soit pas remplacé par un autre dispositif médical. Voilà, nous avons donc fait le tour des plaies atones et infectées. Il nous reste 3 minutes, s'il y a quelques questions. Alors, pour l'ordonnance, la question sur les ordonnances, donc votre ordonnance pour matériel est valable 12 mois si vous apposez bien la mention OAR, ordonnance à renouveler. Par contre, pour faire cette ordonnance, il faut que vous ayez une ordonnance de soins du médecin et celle-ci est valable 1 mois pour les plaies post-opératoires et 3 mois pour les plaies chroniques. Pour une escarre, il faut que tous les 3 mois, le médecin vous refasse une ordonnance de soins infirmiers.